Voilà. Et alors, maintenant, le pastel et l'indigo. Donc voilà, l'histoire, en gros, de l'Orseille est quasiment terminée. Et ce que je voudrais vous parler, puisqu'il y a sa compagne de voyage qui est la pourpre, je voudrais vous parler de la pourpre, parce que c'est, si vous voulez, cette teinture, qui est une teinture qui est mythique, elle est tellement mythique qu'on fait un blocage. On dit, mais de toute façon, ça, c'est même pas la peine de penser, de rêver que je vais faire de la pourpre un jour. Eh bien, c'est totalement faux et je vais vous le montrer. Mais avant de parler de la pourpre, il faut parler de l'indigo, parce que la façon de faire la pourpre, c'est la même façon que de teindre à l'indigo. C'est exactement les mêmes principes. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il faut connaître un petit peu le pastel et l'indigo. Alors, je vais survoler très rapidement. Là, vous avez vu, il y a une personne là qui fait de l'indigo. Donc, c'est extra. C'est dommage qu'elle soit prise, qu'elle ne puisse pas venir. Mais enfin, on va se recontacter par la suite. Donc, je vais donc vous parler du pastel et de l'indigo avant de vous parler de la pourpre pour que ça soit plus compréhensible pour vous. Alors, je vais peut-être vous noyer dans des détails. Si ça se trouve, je ferai le contraire de ce que je veux. Voilà. Alors, donc, le pastel. Alors, le pastel des teinturiers, vous voyez, c'est cette plante jaune. C'est une bise annuelle qui fait à peu près 1,50 m. Hein, et pour faire, elle est originaire vraisemblablement du Caucase. Et pour faire la teinture, c'est la feuille qu'on utilise. Ici, ça, c'est de l'indigo qu'on a extrait du pastel avec Éléonore. Et ici, vous avez l'indigo qui venait des Indes, qui était fait avec l'indigotier Indigofera tinctoria. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le pastel est connu depuis l'Antiquité. Pline, comme d'habitude, eh bien, il nous en parle. Et par contre, ils font la différence entre le pastel, le bleu issu du pastel, et le bleu qui est issu de l'indigo. Et donc, là où j'en suis, voilà, donc voilà. Et oui, ce que je voulais vous dire, donc, c'est que la molécule d'indigo est issue du pastel et la même que celle issue de l'indigotier. Alors, le pastel a été connu depuis l'Antiquité. Mais c'est à partir la moitié du XVIe siècle qu'on va se rendre compte que l'indigo n'est pas qu'un pigment et qui peut servir aussi pour teindre, pour faire du bleu, du pastel. Et donc, à partir de ce moment-là, eh bien, quand on va commencer de l'utiliser dans les cuves de pastel, et là, du coup, eh bien, ça va mettre en péril l'industrie du pastel. Donc, ça va mettre en péril l'industrie du pastel. Et donc, les gouvernants de l'époque, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont prendre des mesures draconiennes. Et chez nous, ça sera Henri IV. Donc, Henri IV, il va interdire l'utilisation de l'indigo dans les cuves de pastel en 1697 ou 98 dans ces eaux-là. Et puis après, quand même, il y aura une petite dérogation en 1598, voilà, il y aura une petite dérogation en 1634-1638, où on l'autorisera, bien sûr, pour faire le bleu des rois et pour faire du noir. Et puis en 1668, eh bien, il sera utilisé dans des proportions bien définies avec l'indigo et dans les cuves à indigo pour un pastel pour teindre la laine. Et en 1740, eh bien, Colbert va l'autoriser, et puis à partir de ce moment-là, eh bien, le pastel eh bien, a du souci à se faire. Et donc après, on va en 1810, pendant le blocus, Napoléon va essayer de relancer cette industrie parce qu'on ne peut pas avoir d'indigo, et il va demander à tous les chimistes de s'intéresser à ça, et en 1828, il va sortir un fascicule, 3000 bouquins qui vont sortir, qui vont être distribués dans toute la France, où là, on va avoir, si vous voulez des références, c'est celle-là qu'il faut prendre, là, on va avoir la façon de faire de l'indigo à partir du pastel, et de comment faire les coques de bonne qualité, comment faire les cuves de pastel
pastel correctement. C'est la meilleure référence après de l'époque, et puis après, bien sûr, tout ça va évoluer, et jusqu'à ce que... ah ben ça va, c'est... Ah, touché. Voilà, bon, on va passer à autre chose, alors, si c'est comme ça. Donc, pour faire la cuve d'indigo, eh bien, on peut utiliser les feuilles. Normalement, c'est ce qui est utilisé. Seulement, vous voyez, la concentration, elle n'est que de 2 grammes par kilo de feuilles. Hein. Ensuite, ce que l'on peut... Voilà, c'est bon. Après, on utilise les coques. Il y avait plusieurs façons de faire les coques. Hein. C'était une façon la plus simple, c'était d'écraser les feuilles et puis après de compresser. Bon, tout le monde connaît ça. Et ensuite, ces coques, elles avaient donc 13 grammes par kilo, ce qui était déjà pas mal. Et puis alors après, si on leur faisait subir encore une fermentation, on obtenait la grana et on avait à peu près 50 grammes par kilo. Alors, bien sûr, les coques, eh bien, on les appelait aussi cocagne ou cocagne. Donc là, il y a 2 anecdotes. Hein, c'est quand un pays de cocagne, eh bien, ça veut dire un pays, c'était le pays où on fabriquait les cocagnes, et ce pays était tellement riche que ça a une connotation, un pays de cocagne qui est très riche, qui a l'opulence, et ainsi de suite. Et c'est pas faux. C'est pas faux parce que en 1526, lorsque François Ier va être fait prisonnier par Charles Quint à la bataille de Pavie, eh bien, il va falloir payer la rançon. Eh bien, celui qui va payer la rançon, c'est un certain Jean de Reny, qui était le plus gros grossiste en pastel de Toulouse. Hein, je dis le plus gros, il y en avait d'autres. Et puis, il n'y avait pas que Toulouse, il y avait Amiens, puis il y avait Pau. Hein. Eh bien, c'était le plus gros. Il avançait 2 millions d'écus. 2 millions d'écus, en équivalent or actuel, ça fait 256 millions d'euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et comme la population française à l'époque, elle était de 18 millions d'habitants, eh bien, ça fait 15 euros par habitant. Ce n'est pas la dette de la Grèce. Mais enfin, pour un gars qui est passé devant ses canons, il fallait le faire quand même. Enfin, toujours est-il que, voilà l'anecdote qui montrait que le pastel générait quand même beaucoup de richesses. Et on peut revenir sur les Médicis. Je vous ai dit qu'il est rentré de Oricella, il est rentré dans la mouvance des Médicis. Non, je ne vous en ai pas parlé. Eh bien, donc, après, à Florence, eh bien, il a suivi les Médicis. Les Médicis, c'est pareil, hein, ce n'étaient pas des pauvres à cette époque-là. Et ils ont quand même épongé les dettes de François Ier. Ils lui ont donné une fille, hein, ça a été la Catherine. Et puis après, Henri IV, ils ont épongé les dettes d'Henri IV. Et puis, ils lui ont donné une autre fille, ça a été la Marie. Hein. Mais ce qu'ils ont donné, ça représentait 75 millions d'euros, ce qui était moindre que les 256 millions d'euros qu'a avancé le Jean de Reny. Voilà, donc après l'utilisation pour faire la cuve, eh bien, on a l'indigo. Et maintenant, on va voir pour faire la cuve. Alors ça, c'est les principes généraux. Vous en profiterez pour aller voir là-bas au stand comment ça, si vous y êtes peut-être déjà allé, vous avez vu comment ça fonctionnait. Donc, simplement, on met ou les feuilles, ou les coques, ou la grana, ou l'indigo, ou des fois, on mélange tout. On met dans une cuve avec de l'eau et de la chaux pour être en milieu alcalin. Ça, c'est absolument indispensable. Il faut de la chaux, milieu alcalin. La cuve, enfin, il y a maintenant plusieurs techniques. La cuve est chauffée aux environs de 40 degrés, le pH est maintenu à 9, et après un certain temps, elle est prête à atteindre. Voilà. Donc, elle est prête à atteindre. Ah, ça marche. Et donc, ici, vous avez l'étoffe qui sort de l'indigo. Vous avez pu la voir. Hein, ça ne sort pas bleu, ça sort jaune-vert. Et puis, petit à petit, ça prend la couleur bleue. Ça prend la couleur bleue parce que l'indigo n'est pas dans la cuve. Ce qui est dans la cuve, c'est son précurseur. Son précurseur, c'est le leuco-indigo soluble. C'est un colorant. Donc, je vous parle un petit peu de ça parce que c'est un peu la même chose dans la pourpre. Hein, mais on ne va pas se prendre la tête non plus avec ça. Donc, ici, c'est un solvant, un colorant, il est soluble dans l'eau. Dès qu'on va le sortir, qu'il va s'oxygéner, eh bien, il va devenir insoluble. Et si on veut le redissoudre, eh bien, il va falloir être dans un milieu alcalin réducteur. Réducteur, on va voir ce que ça nous donne.
dans l'image qui va suivre. Alors j'ai beaucoup supprimé de trucs quand même. Voilà, ça y est. Alors ça doit être de la chimie que vous pouvez comprendre. Ça, c'est un poulet. Je n'ai pas mis de pastel, mais c'est un poulet. Alors, quand on est dans la cuve à fermentation, eh ben ça fait un petit peu comme c'est le repas familial, hein, autour d'un poulet. Alors, il y en a un qui aime la cuisse, l'autre l'aile, l'autre le blanc, etc. Eh bien, tous ces petits ferments qui sont dans la cuve, eh bien, il y en a qui aiment certaines choses. Alors, il y en a qui vont aimer les hydrates de carbone, ils vont faire du gaz carbonique, il y en a qui vont aimer l'azote, ils vont faire de l'ammoniac, il y en a qui vont aimer le soufre, ils vont faire de l'hydrogène sulfuré, et puis d'autres qui vont faire de l'hydrogène. Nous, celui qui nous intéresse, c'est celui-ci. Parce que pour que le milieu soit réducteur dans la cuve, il faut qu'il y ait production d'hydrogène. Et la production d'hydrogène, eh bien, quand on fait des cuves à fermentation comme ça, eh bien, ce sont les petits ferments qui nous la donnent. Alors maintenant, le processus, j'ai modélisé, comme ça vous n'aurez pas il n'y a pas de molécules de chimie, il n'y a rien. Donc au départ, le précurseur de l'indigo, eh c'est l'indoxyle. Il est associé à ce qu'on va appeler des sucres, carrément. Hein, et les enzymes vont couper ça. Les petits ferments vont commencer à boulotter les sucres. Et puis ensuite, eh bien, en milieu basique, eh bien, 2 petits indoxyles vont se transformer en le co-indigo. Et puis alors après, on retombe sur le schéma qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Et puis si on veut que ça soit inversé, eh bien toujours le milieu alcalin et toujours avec de l'hydrogène naissant qui va permettre de transformer l'indigo en le co-indigo. Alors, donc pour la pourpre, c'est exactement le même mécanisme qui se passe. Voyez. Alors après, il y a un peu d'indirubine, mais on s'en fout. Je l'ai mis parce qu'il fallait le mettre. On aurait dit, ah, il n'a pas mis d'indirubine. Voilà. Alors maintenant, la pourpre. Donc, voilà ce qui nous intéresse. Donc, la pourpre sacrée. Donc, je vous remets la gamme de couleurs hein, qui va du rouge. Je vais me tuer, moi. Voilà. Qui va du rouge au violet. Et voilà. Alors, la pourpre, elle est de quelle couleur? Eh bien, figurez-vous qu'elle peut être, dans cette gamme, ça peut être un peu n'importe quoi. Et donc, Pline l'Ancien nous fait référence à ces différences de coloris en citant Cornelius Nepos. Et Cornelius Nepos, il a vécu 100 avant Jésus-Christ jusqu'à moins 23, 24, enfin dans ces eaux-là. Et Luis Bravum, il a vu 3 couleurs de la pourpre. Et il nous le dit. Il l'a vu violette, il l'a vu rouge, la pourpre rouge de Tarente, et la pourpre tyrienne d'Ibaf, qui était encore une autre couleur. Alors c'est bien parce qu'il nous donne les prix. Et j'ai pu faire la conversion en équivalent or. Et moi, ce qui m'intéressait quand je lis Astérix, c'est de savoir le prix de la sesterce. Et bien, je l'ai trouvée, elle fait 2,75 €. Donc, par la même occasion, ça m'a permis de trouver aussi le prix de la pourpre. Et le prix de la pourpre était le kilo de 33 361 €. Le prix du kilo d'or actuellement est de 35 000 €. Donc, vous voyez, c'était quelque chose qui était relativement cher. Alors, on continue. Voilà. Alors ça, c'est les murex qui servaient à la fabrication de la pourpre. Alors ici, on a le perceur. D'après Dominique Cardon, c'était le moins employé. Celui-ci, la pourpre à bouche de sang, elle était un peu moins employée, mais je crois que c'est parce qu'on n'en trouvait pas suffisamment. Mais je dis peut-être des bêtises. Hein. Et puis par contre, les 2 qui étaient utilisés, c'était Hexaplex tronculus, le murex tronqué, qu'on appelle le poivre du côté de Sète, dans la région de Thau. Et vous pouvez vous les acheter, ceux-ci, 9 € le kilo. Et le Bolinus brandaris, qui est la droite épine, qu'on appelle ici, dans le Midi, on l'appelle le pointu. Donc, vous pouvez les obtenir, ces lichens. Alors, maintenant, donc, on va rester dans le mythe. Hein, et donc, ce sont les Phéniciens, dit-on, qui ont inventé la pourpre et tout ça. Donc, il y avait déjà du marketing à l'époque. Hein, et donc là, c'est le dieu Melkar qui a inventé la pourpre, qui l'a donnée aux Phéniciens. Donc, je vais vous raconter la légende. Il y en a plusieurs, c'est pareil, ça varie. Bon, moi, j'ai pris celle qui me plaisait le plus. Donc, voilà les légendes. Il y a donc le dieu Melkar. Il a l'apparence d'un chien, il se promène sur les bords de la mer, à Tyr, du côté de... c'est le Liban, c'est la Phénicie. Il est avec sa bien-aimée, la naïade Tyrius. Et puis, en se promenant sur le bord de la mer, il tombe sur un murex. Et puis, comme tous les chiens, qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer à s'amuser avec.
Et en s'amusant avec, et bien sûr, ce qui devait arriver arrive, c'est-à-dire que le murex s'écrase dans sa gueule, et la pourpre commence à gicler sur ses babines, et commence à lui teinter les babines. Et Tyrius, voyant ça, n'a jamais vu une teinture qui soit aussi belle, et du coup, elle lui fait du chantage, elle lui dit, si tu m'offres pas une tunique de cette couleur, eh bien, je ne te fréquenterai plus. Alors, ce pauvre Melkart, qu'est-ce qu'il fait, hein? Il s'en va au supermarché du coin, il va chercher de l'étoffe, et il revient sur la plage, et là, il ramasse tout un tas de coquillages, de murex, et puis il les met dans sa gueule en grande quantité, et puis il écrase tout ça, il y a la pourpre qui coule à flot, et qui teinte l'étoffe de la tunique de Tyrius, et c'est là qu'on obtient le bleu de Tyrius, le bleu de Tyr. Voilà. Et la pourpre de Tyr. Voilà l'histoire elle est belle, et elle va perdurer parce que sur cette pièce de monnaie que j'ai retrouvée du 2e, 3e siècle, vous voyez encore le chien et puis le murex ici, vous voyez. Et là, l'arbre sacré, c'était l'olivier, parce que ça a été un peu tout, mais disons que ça serait l'olivier, là, parce que ce sont les Phéniciens qui ont dispersé la culture de l'olivier tout autour du bassin méditerranéen. Donc voilà pour l'histoire, mais la réalité, c'est que, par contre, ce qui est vrai, c'est que les Phéniciens, ils ont fait une industrie de cette pourpre et ils l'ont commercialisée dans tout le bassin méditerranéen. Donc là, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc vous voyez, notre Phénicie, c'est le Liban, hein, et puis voilà. Alors maintenant, on va... Alors la pourpre, donc on est toujours dans le mythe, hein. La pourpre, symbole de la richesse et du pouvoir. Alors ça, c'est une robe byzantine des empereurs. Alors, une petite anecdote là aussi, les empereurs, à un certain moment, et les empereurs romains sont allés du côté de Constantinople, et ils se sont installés à Constantinople, et il y avait, dans les palais royaux, il y avait une salle qui s'appelait la Purpurea. Et cette salle, la Purpurea, elle était toute de pourpre. C'est-à-dire que les peintures, c'était de la pourpre, les draps, c'était de la pourpre, et au mur, c'était des plaques de porphyre, là, comme on voit ici. C'est joli ce porphyre, on ne voit rien, les couleurs, là. Et donc, tout était pourpre, et on l'appelait la Purpurea, et elle avait ça de particulier, c'était la salle qui était réservée pour les accouchements des femmes de la maison royale. Voilà. Et donc, l'expression disait « on est né dans la pourpre ». Alors après, derrière cette pourpre, il y a des anecdotes. Alors la plus connue, c'est celle d'Alexandre, quand son petit ami Héphaïstos est mort et qu'il le mette sur le bûcher, il fait mettre un drap de pourpre dessus. Et puis une autre légende, c'est celle de Cicéron, qui, lui, se réserve la pourpre uniquement pour lui et qui condamne à mort toute personne qui porte la pourpre ou qui pourrait en détenir. Et enfin, la troisième, c'est l'histoire d'amour avec Antoine et Cléopâtre. Et dans la bataille qui va l'opposer à Octave, elle fuit la bataille en hissant une voile de pourpre. Et des histoires comme ça, il y en a pas mal. Donc voilà, tout ça, ça rentre dans le mythe de la pourpre. Là, un petit exemple, cette pourpre-là, c'est la pourpre le linceul de Charlemagne, dans lequel il a été enterré. Et maintenant, on va voir quelque chose que peut-être vous ne connaissez pas, c'est la pourpre bleue. Voilà. La pourpre, ça peut être bleu. Là, on ne voit pas bien, mais ça peut être bleu. Et c'est ce qu'on appelle le bleu tékélète. Et ce bleu tékélète, on va voir, ça marche, hein. Donc, ça, il faut revenir dans la Bible, et c'est Dieu qui donne ses ordres à Moïse, et il lui dit, parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras de se faire des tzitzit. Alors les tzitzit, c'est ça, vous voyez, c'est ces petits trucs comme ça. Donc c'est quasiment des panses-bêtes. C'est des panses-bêtes, et il dit, au coin de leurs vêtements, à travers leur génération, ils mettront sur le coin de chaque tzitzit
un fil de Tekelet. Le fil de Tekelet, c'est celui qui est bleu. Donc le bleu, c'est la spiritualité, c'est la mer, c'est le ciel. Et en même temps, c'était un petit pense-bête. Quand il le regardait, il disait « Ah tiens, Dieu est là, il est avec moi ». C'était un moyen de communier avec Dieu. C'était un petit pense-bête. Voilà. Et ça existe toujours. Et ça, on peut le faire aujourd'hui. On peut le faire aujourd'hui. Alors, là maintenant, je vais vous faire voir comment on fait la pourpre. Alors, ici, vous avez le pointu qu'on appelle, est-ce que vous voyez bien la glande qui est ici, la glande hypobranchiale, vous la voyez? Voilà. Et donc, cette glande, eh bien, on casse le coquillage. Avec une pince Bruxelles coudée, eh bien, c'est très facile de l'ôter. Et puis après, on la récupère. Et puis avec ça, ou on la fait sécher, enfin, de toute façon, on verra, on fait de la pourpre avec. Alors, là, je vous donne la recette, pas de Pline, je vous donne celle de 2008, qui a été faite par Inge Bosken, Canold et Rolf Aubric. Et cette personne-là, c'est une artiste peintre, hein, et qui refait ce bleu Tekelet pour le mettre dans ses œuvres artistiques. Voilà. Donc, on a là, vous trouverez la recette et les liens qui ont sur le site d'Éléonore. Hein. Alors, donc en gros, vous voyez, 2 kg de murex sans glandes. Avec des glandes, mais on en prend 100. Casser les coquilles, extraire les glandes hypobronchiales, bon voilà. Placer le mélange dans un récipient en verre, je simplifie un peu, hein. Le niveau du liquide est ajusté aux 3/4 du bocal, le pH est ajusté à 9. Hein, vous voyez, ça fait comme l'indigo. Hein, et puis, vous voyez, un bocal de 1,5 litre, hein, on a ça chez nous. Ne faites pas ça chez vous, sinon c'est le divorce. Ça pue, c'est épouvantable. J'ai jamais senti quelque chose qui sentait aussi mauvais. Et comme il faut le faire chauffer à 40 ou quelques degrés, moi j'ai mis dans le four et on avait fallu aller voir l'avocat. Alors, hein, je l'ai tout de suite. Alors donc, faites ça dehors, prenez un bain thermostatique quelque part, mais ne faites pas ça dans la maison. Donc, le bocal, lorsque la coloration du bain vire au brun, bon, ben, c'est comme le pastel, après, on peut teinter. Hein. Alors, voilà, donc ça, c'est possible de le faire. Alors maintenant, vous voyez, on a vu l'indigo. Donc, vous vous souvenez, ça c'est une petite modélisation, ça n'a rien à voir avec la molécule, mais c'est une modélisation. Alors, voilà ce qui se passe. C'est que, par rapport à l'indigo, eh ben, il y a du brome dessus. Donc, quand il y a une molécule de brome, ce qui est le monobromo-indigo ou indigotine, eh bien, on a une couleur bleue de la pourpre. Et quand on a un dibromo, 2 bromo, on a une couleur pourpre, on a une couleur rouge. Ce qui explique le bleu Tekelet, et ce qui explique que les pourpres peuvent avoir plusieurs couleurs. Et ce qui était intéressant pour des teinturiers et des teinturières, c'est de pouvoir faire des mélanges qui vont permettre d'avoir une gamme de teintes qui sera intéressante. Vous voyez? Donc, voilà. C'était uniquement pour ça que j'ai parlé de l'indigo. Je ne sais pas si c'était vraiment utile, mais enfin, voilà. Alors maintenant, si on reprend nos petits coquillages, nos petits murex, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que celui-là, la bouche de sang, il n'a que 3% de mono-indigotine et 91% de la dibromo. Il va être rouge. Il va donc être pourpre, très foncé, celui-ci. Et par contre, le petit Hexaplex trunculus, celui-ci, là, le pointu, eh bien, le pointu, il aura un petit peu moins de rouge et un petit peu plus de bleu. Et si on prend Hexaplex trunculus, eh bien, celui-ci, il n'y a que du bleu. Il n'y a que du bleu. Il y a 53% d'indigo. L'indirubine, on l'a vu, bon, on s'en passe. Et de la monobromo-indigotine, il y en a 33%. Donc, c'est celui-là qui est bleu. Et Pline nous donnait dans son mélange, je ne vous ai pas donné la recette, mais je vous donne la recette du mélange. Il dit la juste mesure du mélange est 50 livres de laine pour 16 kg d'œufs, 200 livres de buxin, 110 livres de pourpre. On va y revenir. Et pour l'instant, on va passer à la suite, à la démythification de cette pourpre. Alors, c'est que le mythe repose sur des choses vraies. Le mythe repose sur des choses vraies. Le prix de la pourpre, moins 30 avant Jésus-Christ, hein, je vous l'ai dit, vous avez vu, 33 341 kilos.
d'euros en équivalent or actuel. Eh bien, c'est vrai, mais si vous l'achetez chez Kremer Pigment, c'est 2 439 000 euros 500 le kilo. Je ne sais pas si vous voyez. Eh bien, tout ça, c'est vrai, sauf que là, ce dont on parle, c'est du pigment. C'est du pigment, c'est-à-dire que c'est la fleur, comme la fleur d'indigo qu'on récupère sur les cuves de pastel. Eh bien là, c'est la fleur de pourpre qui va servir de pigment. Ce n'est pas la teinture en elle-même. Donc, première chose. La deuxième, c'est la quantité énorme de coquillage nécessaire à sa fabrication. Alors ça, maintenant, tout le monde en parle. On vous dit que Friandler, 12 000 murex, des fois c'est 10 000, des fois c'est 12 000, pour avoir 1,4 g de pourpre. Eh bien, c'est vrai. C'est vrai. Seulement, le pauvre Friedlander, c'est qu'il n'a pas lu Pline. S'il l'avait lu, Pline lui aurait dit qu'il y a une certaine période pour ramasser les coquillages. Et il n'y a qu'à cette période qu'il y a une glande qui peut être exploitée. Et Pline, il nous dit, c'est après la canicule. Donc, c'est après la canicule, c'est-à-dire que c'est à l'automne, un petit peu avant l'hiver, à l'automne. Et donc personnellement, comme il disait aussi qu'au mois avant le printemps, c'était possible, je suis donc allé au port conchilicole de Sète. Avec difficulté, parce que ce n'était pas la saison, j'ai réussi à récupérer du pointu, et ils n'étaient pas gros. Moi, ceux que j'ai eus, j'en ai acheté 2 kilos, et au lieu d'avoir 100 glandes, j'ai eu 180 murex. Et vous savez combien j'ai extrait de glandes? Parce que c'était en ce moment, ils avaient les œufs, ils avaient le lait, 4. 4. Alors vous pensez bien que ce Friedlander, quand il les a pris, qu'il ne les a pas pris au bon moment, c'est sûr qu'il a 1,4 g de pourpre. Donc tout ça maintenant, qui c'est qui va vouloir faire de la pourpre avec tout ça? Personne. Alors que c'est vrai, mais c'est faux. C'est faux parce que si on revient à Pline, il nous dit le mélange. La juste mesure du mélange est pour 50 livres de laine. Leur livre, c'était 329 et des brouettes. C'est-à-dire 16,2 kg de laine. Il faut 200 livres de buxin. Le buxin, c'est celui qui fait le bleu, c'est le trunculus, ce qui fait 64 kg. Ensuite, il faut 110 livres de pourpre. Le pourpre, c'est le pointu, ce qui fait 33 kg. Eh bien, vous regardez, ça fait 97 kg à 9 € le kilo, ça fait 873 € pour pouvoir teindre 16,2 kg de laine. Vous voyez? Or, par kilo, qu'est-ce qu'il nous faut pour teindre 1 kg de laine? Eh bien, il nous faut 6 kg de murex. 6 kg de murex, 54 €. J'ai calculé les heures de travail pour casser les murex, ça fait 10 heures de travail. Eh bien, si au lieu de prendre de la laine, on prend de la soie, eh bien, 1 mètre carré de soie, ça fait à peu près entre 20 et 30 grammes, à peu près. Eh bien, vous vous rendez compte que pour teindre avec de la pourpre, il n'y en a que pour 1,62 €, et le temps que vous aurez passé à casser les murex aura pris 20 minutes. Donc là, il y a une possibilité pour les teinturiers et teinturières de marger un petit peu ce qu'ils vont vendre, parce que là, vous ne vendrez pas de la pourpre, ce que vous vendrez, ça sera du rêve. Ça sera du rêve, c'est ce qu'aura été porté par Cléopâtre, c'est ce qu'aura été porté par Néron. Bon, ce n'est pas une référence, mais enfin, ça ne fait rien quand même. Donc, vous voyez que c'est comme, à mon avis, actuellement, eh bien, c'est possible. Vous allez au port conchilicole de Sète, eh bien, vous pourrez obtenir ces coquillages. Vous le faites pendant l'automne. Ensuite, maintenant, nous allons voir que ça se travaille comme l'indigo. À partir de la glande fraîche de murex, c'est la recette que je vous ai montrée, mais à partir du pigment, c'est pareil, comme l'indigo. Donc, on fait la réduction biochimique, mais là, ce n'est pas avec des coques de pastel, c'est avec la coque, le coquillage qu'on mange. Et ensuite, avec la réduction chimique, eh ben, on le fait avec le dithionite. C'est exactement la même façon que de faire l'indigo. Alors, l'avantage aussi, un avantage que je ne vous ai pas dit, c'est que ces murex sont excellents, ils sont meilleurs que les bulots.
Et donc, quand vous avez extrait la glande, eh bien, vous pouvez récupérer vos murex, et puis les faire cuire, et puis vous en servir avec un bon aioli. Voilà. Donc, il n'y a pas de perte. Voilà. Et alors, il semble que les coques, c'est pas nécessaire. Et puis voilà, les livres qui m'ont servi. Alors, comme tout le monde connaît Le monde des teintures naturelles, de Cardon, c'est la Bible, ça. Ensuite, Lichen for Vegetable Dyeing, c'est celui d'Hélène Bolton, oui. C'est Hélène Bolton. Bon, il y a des trucs intéressants. Par contre, celui qui à mon avis, est le mieux, c'est celui-ci, c'est Lichen Dyeing de Diagdic, Cassel Diagdic. Alors là, celui-là est vraiment bien. Il y a beaucoup d'informations sur les façons de procéder. Et en plus, il y a des listes de lichens avec la façon de les traiter et des listes exhaustives. Donc voilà, cette conférence est terminée. J'ai été un petit peu long, ma foi, tant pis. Et donc, vous retrouverez tout ça d'ici le mois de juin sur le repère des couleurs qui est le site d'Éléonore. Donc voilà, et bien c'est fini. Alors, rien. Merci. Alors, comment